tous et bienvenue sur l'Instant Montre de Nico. Nico, c'est moi. Et aujourd'hui, je vous annonce que depuis le 28 septembre, la chaîne fête ses 1 an. Alors évidemment, elle n'avait pas commencé par des revues, c'était plutôt des petits shorts, du petit retourné de poignet au départ. Et puis depuis janvier, vous le savez, je me suis attaqué un petit peu à vous montrer un petit peu toutes ces montres, à faire des revues plus complètes. C'est pour ça que pour fêter les 1 an de la chaîne, j'avais envie de faire une revue qui rendait hommage à la toute première revue du mois de janvier, consacrée à Yema. C'est donc avec à nouveau cette marque française que j'ai envie de célébrer les 1 an de la chaîne. Alors sans plus attendre, générique. Let it, bang, bang. Avant de vous dévoiler donc la montre que je vais vous présenter aujourd'hui, même si le titre de la vidéo évidemment lève tout de suite le voile, vous en avez l'habitude, un petit peu d'histoire. Alors j'avais déjà parlé de Yema sur la toute première revue de la chaîne en janvier dernier, comme je vous disais, consacrée à la Flygraph Navigator. Vous avez tous les liens en description, n'hésitez pas si vous avez besoin de rechercher une vidéo. Tout est en description, je vous remets systématiquement tous les liens des anciennes vidéos. Alors la société Yema, vous le savez, pas une entreprise horlogère très vieille, qui n'a pas non plus 100 ans d'histoire. Elle a été créée en 1948 à Besançon par Henri Blum, le vrai nom de Henri-Louis Belmont, descendant d'une famille d'horlogers. Et ce monsieur est sorti major de l'école d'horlogerie en 1931, avec une médaille d'argent tant la qualité et l'exécution de ses travaux étaient remarquables. En 1952, Yema sort sa première série de montres automatiques de fabrication franc-comtoise. Dès 1953, cette société est l'une des premières à proposer des montres pouvant être utilisées en plongée sous-marine et descendre à 200 mètres. Déjà en 1953, une belle performance de la part de Yema. 10 ans plus tard, un autre modèle permet de descendre jusqu'à 300 mètres en restant étanche, celle qui sera la Superman et qui vous intéresse aujourd'hui. En 82, la Spationaute 1 est portée par le fameux spationaute français Jean-Loup Chrétien, spécialement conçue à cet effet. C'est la première montre française à être portée dans l'espace. Toujours en 82, le créateur de la société, M. Henri-Louis Belmont, la cède à son fils John, mais celui-ci décide de la vendre sous l'impulsion du gouvernement de l'époque à la société Matra. Cette branche du groupe Lagardère avait en effet à l'époque créé un pôle Matra Horlogerie avec Thomson. On sent bien à ce moment-là que la crise du quartz n'est pas étrangère à tous ces chamboulements économiques et financiers. C'est un peu la merde dans le monde horloger, passez-moi l'expression. Si on n'est pas suisse et qu'on n'a pas les reins costauds, il faut vite trouver des solutions économiques viables et ça part un peu dans tous les sens, malheureusement pour Yema. En 1985, Patrick Baudry, le second spationaute français, signe le premier vol orbital franco-américain avec son poignet une Yema Spationaute 2. Une mission à bord de la navette spatiale Discovery qui totalisera 169 heures dans l'espace. En 1986, un modèle North Pole est conçu pour l'explorateur Jean-Louis Etienne. En 1988, c'est la continuité d'une longue descente aux enfers qui ferait se retourner dans sa tombe son propre fondateur. La société est revendue au groupe Ator et plus particulièrement confiée à la Compagnie Générale Horlogère, la CGH, distributeur des marques horlogères de Seiko. En 2004, c'est la création de Yema Maison Horlogère Française, mais la société est placée en redressement judiciaire. Le 17 novembre 2008, convertie en liquidation judiciaire le 16 mars 2009. Vous avez compris que l'Empire du Soleil Levant a fini par croquer Yema pour mieux la démanteler. Heureusement, en 2009, la marque est rachetée par le groupe actuel, les montres Ambre de Morteau. Elle commence alors à développer un calibre maison, le fameux MPB 1000 qui sortira en 2011. Il sera remplacé à partir de 2020 par une nouvelle génération, le Yema 2000 qui va nous intéresser ici,
et le Yema 3000, dont je vais vous parler tout de suite. Depuis sa création, la marque Yema conçoit des montres spécifiquement prévues pour la plongée, la course automobile, la conquête de l'espace ainsi que les sports de voile. Tous les garde-temps de la maison sont conçus et assemblés en France. La maison dispose aujourd'hui de 3 calibres automatiques dits maison. On a cité le Yema 2000, calibre 3 aiguilles avec ou sans date, et le Yema 3000 qui est un calibre GMT. À ces calibres manufacture s'ajoute depuis quelques mois le CMM 20, un calibre manufacture morteau pour CMM, un micro-rotor que vous avez pu voir dans la Wristmaster, qui équipe donc les Wristmaster Traveler en série limitée, d'ailleurs qui doivent plus être, les premières séries ne doivent plus être au catalogue. Et depuis le 29 septembre a été révélé le tout nouveau CMM 30, un calibre incroyable à tourbillon et complications maréographes, conçu et développé par Olivier Maury. Je vous laisse aller sur le site pour découvrir la bête et cette fameuse complication maréographe. C'est une pièce qui, j'en suis sûr, fera date. Intéressons-nous donc maintenant à la pièce qui nous regarde presque dans le blanc des yeux, la Yema Superman. C'est parti, on déballe. Alors d'abord, un peu d'histoire sur la Yema Superman, qui a été introduite pour la première fois dans les années 60 en tant que montre de plongée professionnelle. Elle était conçue pour répondre aux besoins des plongeurs professionnels et des amateurs de sport nautique. La montre était caractérisée par son boîtier robuste en acier inoxydable, sa lunette tournante unidirectionnelle, sa couronne vissée, son bloc lunette caractéristique de la marque Yema, au brevet déposé et sa grande lisibilité. Aucune autre montre aujourd'hui ne possède ce dispositif et ça fait vraiment toute sa singularité. On parle bien sûr du fameux bloc lunette qui est très caractéristique et que vous pouvez voir de ce côté-là, mais on va voir ça en détail. Je vais vous mettre des petites photos et des petites macros, vous en avez l'habitude. Au fil des années, elle a subi bon nombre d'évolutions en termes de design, de fonctionnalité. Différentes versions de la montre ont été produites, chacune avec ses propres caractéristiques, améliorations, correspondant à la demande de ses clients parmi les plus illustres, notamment l'armée française, que ce soit la marine, mais également l'AAE, j'ai bien nommé l'armée de l'air et de l'espace. La Yema Superman est également devenue populaire parmi les plongeurs professionnels, les amateurs de plongée ou tout simplement les passionnés de montre grâce à sa fiabilité, résistance et son style distinctif. Elle est devenue un véritable symbole de l'horlogerie française et a attiré l'attention des collectionneurs du monde entier. En 2018, Yema a relancé la Yema Superman en proposant une réédition fidèle à l'original des années 60. Cette réédition a été très bien accueillie par les amateurs de montres vintage et de plongée. La marque a su rééditer un grand nombre de versions historiques en les déclinant dans différents matériaux et avec différentes fonctions et pour différents besoins. Modèle héritage 3 aiguilles avec ou sans date, boîtier acier et lunettes bronze comme il est question ici, mais également full bronze, boîtier lunettes, modèle GMT, étanchéité à 30 ATM ou même 50 ATM. Les versions quartz ont aussi leur place dans la collection pour permettre à tout le monde de pouvoir mettre à son poignet la légende Superman. Alors comme vous pouvez le voir ici, la montre est livrée dans une petite surboîte en carton dans laquelle se situe un étui de voyage en cuir, très très bien fait, très très belle qualité. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très qualitatif, avec un petit attache comme ça qui permet d'utiliser l'étui en fait en étui de voyage. Et ça, c'est vraiment appréciable. La boîte comporte comme toujours la carte de garantie ici en cuir. Donc ça aussi, c'est une originalité Yema. Et un petit dépliant. Voilà, avec quelques explications sur l'histoire, des photos, des modèles, etc., etc. Assez sympa, assez instructif. Ça permet d'en apprendre toujours un petit peu sur la montre. Alors on va la sortir, je vais la mettre à la main et puis je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors j'ai failli oublier aussi la question traditionnelle, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Et à occasion exceptionnelle, montre exceptionnelle, puisque j'ai décidé de mettre ma Tudor Black Bay Pro. Vous savez, j'en suis content, je vous prépare une très très belle revue dessus. Très prochainement, là, ça, vous voyez, je la porte, j'ai fait un joli jeton sur la boucle, une belle petite rayure là, en forme de vaguelette. La première fait toujours un peu mal.
Malgré tout, vous voyez, la montre est impeccable. Bon, ça se fait reprendre. Je la ferai peut-être reprendre par un horloger, un petit repolissage de la boucle. C'est pas grand-chose. C'est une montre robuste. Voilà, oui, c'était une occasion exceptionnelle. Ce sont les 18 ans de mon fils. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo pour le 11, donc la prochaine, où je vous dévoilerai son cadeau, parce que je ne peux pas vous en parler tout de suite. Il ne l'a pas encore reçu. Voilà. Allez, on attaque la Yema. Commençons donc par son boîtier en acier 316L. Totalement repris des versions d'origine. Cette version est en 41 mm de diamètre. Existe aussi en version 39 mm, plus fidèle à l'origine. Avec un corne à corne de 49,5 et une épaisseur de 13,2 sur le papier. Mais on va tout de suite faire appel à notre ami le Piakoulis pour vérifier tout ça. Allez, Piakoulis, arrive! Et voilà notre ami Piakoulis. Alors, voyons voir un petit peu. On va mesurer. Pousser un peu ça. Tac. Alors, pour prendre le diamètre, c'est pas évident parce que la protection, j'ai desserré. Hop. La protection de couronne est vraiment complètement induite. En fait, ça fait pas pièce rapportée. Ça fait vraiment tout usiné dans la masse. Donc, on va essayer de la prendre par là. Vous voyez, je suis à 41 dans cette diagonale à peu près. Je suis à 41,7. Voilà, donc on est à 41,5. Le corne à corne est donc à 49,5. Voilà, c'est ça. Comme annoncé. Et l'épaisseur, ça nous fait un voilà, 13,49. Donc tout à fait conforme au spec théorique annoncé par la manufacture. Merci Piakoulis, on n'a plus besoin de toi. Donc avec le recul, la version 39 aurait été peut-être un petit peu plus judicieuse. Je ne cache pas que sur le coup, j'avais pas tellement réfléchi au corne à corne à l'époque. Comme quoi, vous voyez, c'est jamais se précipiter, toujours bien mûrir ses choix. Le 49,5 de corne à corne sur le 41 au lieu de 48 sur le 39, voilà, ça aurait été un petit peu mieux pour un poignet comme le mien. Maintenant, après, c'est pas dérangeant, vous allez voir après quand je vais la poser. Voilà, il faut bien prendre en compte le corne à corne, c'est quand même très très important. Le cadre en verre anglais, de toute beauté. Je vais vous faire les macros, vous allez voir, je vais vous joindre ça. Chemin de fer et index, guichet de date blanc pour un bon contraste et une très très bonne lisibilité. La luminescence est très bonne, je vais vous mettre une photo de la luminescence, vous allez voir, c'est assez bluffant. Ce modèle, donc, comme sa référence l'indique, est doté d'une lunette et d'un bloc lunette et d'une couronne logotée en bronze. Alors, petit bémol, la manipulation de la couronne lors du revissage ne procure pas ou peu de sensations. Je pense que c'est le bronze, le pas de vis peut-être du bronze qui fait que dans l'acier, je ne sais pas, il y a peut-être un frottement un peu désagréable. C'est pas d'une très grande fluidité. On ne sait jamais trop si la couronne est correctement vissée ou pas. Bon, évidemment, elle vient embuter sur le bloc couronne, le bloc lunette, pardon. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Bon, c'est une montre que je n'ai pas immergée. Vous voyez, elle est en bracelet cuir, donc j'ai pas prévu de l'immerger. Mais bon, en cas d'immersion, je ne vous cache pas que j'aurais peut-être une petite appréhension. Voilà. Après, regardez un petit peu la patine que ce bronze prend. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Vous allez voir sur les macros de la couronne, je ne sais pas si là, en vidéo, vous allez voir, regardez, elle a commencé à verdir. Alors évidemment, avec le rappel, avec le cadre en verre, c'est vraiment, mais le mariage est parfait. Autant quand le cadran rouge est sorti, parce que cette version était sortie aussi avec un cadran rouge, j'avais un peu regretté, je m'étais dit, mince, elle est belle aussi, mais au final, je pense que c'est mieux d'avoir joué avec le cadre en verre. Voilà, très très jolie couronne, vous voyez le logoté, très très jolie. Un petit peu plus grosse, peut-être, ça aurait été un peu plus agréable, mais voilà, c'est pas rédhibitoire, la manipulation se fait quand même très très bien, il n'y a pas de souci. Le
bracelet en cuir est d'excellente qualité. Moi, je trouve très agréable, très souple, très confortable. En plus, vous voyez, il ne noircit pas. C'est vraiment un très bon cuir. Moi, j'aime beaucoup la porter. Vous voyez, c'est très souple, hein. Elle se fait tout de suite au poignet. En plus, elle passe le reste du temps sur le coussin, le coussinet de la boîte. Donc, elle prend sa forme. Et c'est très très confortable. Excellente qualité, moi je le conseille. Si certains cherchent parfois à varier certains modèles de leur Yema avec le cuir au lieu de l'acier, n'hésitez pas à faire confiance à Yema pour la qualité de ses bracelets en aftermarket. C'est de la très très bonne camelote, il n'y a pas de souci à se faire. Alors vous voyez, c'est assez drôle, moi je l'appelle ma montre steampunk parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle a été fabriquée avec des pièces de récupération. Alors on a un boîtier en acier, on a une lunette en couronne et bloc lunette en bronze, un cadran vert, un bracelet marron. Enfin, on a au moins 4 couleurs bien distinctives, plus le blanc, des index et des aiguilles qui sont dorés, qui ne sont pas en or, hein, mais qui sont dorés. On a vraiment l'impression d'une montre rafistolée, quoi. Fabriquée avec des pièces de récup, et je trouve que ça lui donne vraiment un super cachet. Celle-ci est en plus en série limitée, hein, comme je le disais, à 1948 exemplaires, une édition limitée. Donc vous voyez le fond de boîte, alors classique, hein, chez Yema, frappé comme ça, superbement, avec le logo poli. Superman, style bronze green, c'est son nom. Alors, je ne sais plus quel numéro j'ai sur les 1948 exemplaires. Tac. Vous verrez sur les macros. Moi d'ici, je ne vois pas. Voilà. On va parler un petit peu du mouvement. Vous voyez, on profite un petit peu pour vous montrer ces belles aiguilles. Vous voyez ce cadre en verre là qui prend superbement la lumière. Très élégante, hein. C'est une montre très élégante. Le verre est en saphir, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais sur des montres de cette gamme-là, on a des verres en double dôme saphir. Super qualité. Et vous remarquez que les cornes sont percées à l'ancienne. Pareil, ça ajoute énormément de cachet à la montre. Petit bémol sur la boucle ardillon, elle n'est pas à proprement gravée, on dirait plus une petite peinture. Alors j'ai peur qu'avec le temps, elle finisse par disparaître. Mais on verra ça avec le temps. Alors au cours des dernières années, Yema a réalisé d'importants investissements visant à internaliser une bonne partie de sa production et améliorer constamment la qualité de ses processus de fabrication à l'aide de nouveaux équipements, agrandissement, modernisation de ses ateliers et de ses lignes de production. En ce qui concerne ce mouvement, le Yema 2000, il tourne à 4 Hz, c'est-à-dire 28 800 alternances par heure. Donc une trotteuse au 1/8 de seconde, qui offre donc, vous l'avez vu, une très jolie fluidité. Personnellement, j'apprécie beaucoup les mouvements à 8 alternances par seconde. Si vous pigez pas tout ça et que vous avez besoin d'explications, je ferai une petite explication rapide sur ça. C'est pas très compliqué. Si moi je comprends, tout le monde peut le faire. En gros, vous prenez le 28 800 alternances par heure. Si vous voulez le convertir en secondes, vous divisez par 3600, puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure, et vous obtenez 8 alternances par seconde. Alors pourquoi 4 Hz? Eh bien, quand on regarde une courbe sinusoïdale, la courbe, alors attendez que je sois dans l'écran, ça monte, enfin il y a une position neutre, ça monte, ça passe en dessous, ça descend, ça remonte au point neutre. Ça s'appelle une oscillation. Tac, je pars de mon point de départ, j'ai un point haut, j'ai un point bas et je reviens à mon point de départ. Ça s'appelle une oscillation. Une oscillation est faite de 2 alternances. Une alternance, 2 alternances, paf, ça fait une oscillation. 4 Hz veut dire 4 oscillations par seconde. Donc 8 alternances par seconde, puisqu'on multiplie par 2. Voilà, c'est tout bête.
Donc la dérive journalière annoncée par la manufacture est de plus ou moins 10 secondes par jour, c'est-à-dire dans toutes les positions de test de la montre, donc c'est une moyenne. La dérive max, la position la plus défavorable, est à plus ou moins 25 secondes par jour, ce qui est un peu beaucoup. Alors, moi au départ, j'avais une dérive qui était assez importante, j'étais pas très très content. Mais voilà, à force de tourner, je pense que, enfin moi je fais partie de ceux qui pensent que les mouvements doivent se rôder, il faut porter les montres pour que les mouvements se rôdent. Et je trouve qu'elle a gagné en accuracy, comme on dit, elle a gagné en régularité et en précision. Donc aujourd'hui, j'évalue moi sur une utilisation quotidienne de ma montre au poignet, c'est-à-dire donc dans toutes les positions, un plus 8 secondes par jour. Voilà, ce qui est très correct, très correct, acceptable, j'ai envie de dire, pour ce niveau de prix-là. J'ai remarqué avec un appareil de mesure, alors pour l'instant, ce n'est pas encore le time grapher, un bit error, un poil élevé de 0,5 millisecondes, mais je le ferai, je reverrai tout ça avec le time grapher quand j'en aurai un. Je pense que on n'est peut-être pas avec un tel bit error et surtout, on doit pouvoir améliorer ça par un léger réglage. Ça ne me posera, à mon avis, ça ne posera pas de soucis. Voilà. Alors, on va la passer au poignet. Voilà, j'ai donc troqué la Tudor pendant quelques instants pour vous montrer la Yema au poignet. Alors, vous voyez ce que je vous disais, hein, le bracelet très confortable, très souple, assez court. Vous voyez, il ne revient pas trop haut. Et ça, je trouve que c'est appréciable, ça change un peu. Il reste bien en dessous. J'aime pas trop quand les pointes dépassent là. Donc, voilà, il fit vraiment bien. Même sur le dessus, hein, vous voyez. La montre pose superbement. Alors, le corne à corne est un peu long, je le reconnais. Ça ne dépasse pas quoi qu'il en soit, même si je cadre assez proche, vous avez avec l'effet loupe. Vous avez l'impression que ça dépasse de part et d'autre, mais pas du tout. Voilà, une montre que j'adore porter, hein, vraiment. D'ailleurs, je pense que je la mettrai, puisque le 12, vous savez que je vous ai parlé du salon We Love Watches, premier salon parisien, dont Very Good Lord, d'ailleurs, la chaîne YouTube, enfin le site, hein, Very Good Lord et la chaîne YouTube, il sera partenaire média. Il en a parlé l'autre jour dans une de ses vidéos. Donc j'irai à sa rencontre. Et je porterai cette montre parce que Yema sera présent. Et voilà, j'ai envie de leur rendre hommage. C'est une marque française, il faut encourager les marques françaises. Alors malheureusement, il n'y a pas que Yema et je ne peux pas porter 50 montres. Tant pis pour deux Pencel, tant pis pour d'autres. Mais j'ai bien envie de rendre hommage à Yema et j'en suis à ma troisième, j'en suis satisfait. Donc voilà, 3 Yema, je peux bien leur rendre hommage. Voilà, en conclusion, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Eh bien, le prix. Eh oui, on n'a pas abordé la question du prix. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, hein, ça paraît compliqué de parler de prix tellement je ne comprends pas vraiment la politique de Yema à ce niveau-là. Bon, je pense que ça va tendre à se calmer parce que ils ont fait des choses assez aberrantes depuis 2 ans. La montre que je vous ai présentée aujourd'hui était affichée fin 2021 à 990 €. On était sous la barre fatidique des 1000 €, ce qui était d'ores et déjà un très très bon prix puisque le modèle était limité à 1948 exemplaires au monde. Donc je me suis penché sur ce modèle. Mais n'ayant pas le budget tout de suite, je me suis dit je vais attendre les soldes de janvier 2022, donc quelques semaines plus tard, hein, tout juste, pour la retrouver à moins 40%. Ce qui fait évidemment, j'ai pas tellement attendu plus cette fois-ci, j'ai donc obtenu la montre à 590 €. Voilà, alors là c'est évidemment un coup de fusil, hein, comme on dit, l'affaire du siècle. Mais ce qui est fou, c'est qu'après les soldes d'hiver, le prix est revenu au prix catalogue de départ. Donc ça veut dire que les 1948 exemplaires, un an après, parce que oui, à ce moment-là, la montre avait déjà plus d'1 an, elle était sortie depuis plus d'1 an. Les 1948 exemplaires n'étaient pas vendus. Donc il est revenu à son prix de 990 €. Et l'inflation du monde horloger, vous savez ce que c'est, donc régulièrement ça augmente. Et quelques mois plus tard, il s'est retrouvé à 1090 € pour les tout derniers exemplaires à vendre. Donc encore 100 balles de plus, alors que moi je l'avais touché 6 mois plus tôt, 590 € quoi. Donc voilà, assez dingo. Alors attention donc à ne pas se faire piéger hein, par cette politique assez particulière. C'est quand même rageant de céder à une offre de précommande. Je ne sais plus à combien elle était sur le Kickstarter, parce que Yema passait pas mal par Kickstarter au départ, peut-être 100 ou 200 balles de moins.
Et au final, bah, un an plus tard, elle était à 40% en moins, quoi. Donc voilà, c'est pas vraiment récompenser les premiers acheteurs, je trouve, que de brader ensuite la montre. Alors, je peux comprendre qu'il y avait besoin peut-être de faire de la place, hein. Mais voilà, je ne vais pas m'en plaindre, évidemment, hein. La PE 590, c'est mieux que 600 ou 790. Mais ouais, je peux comprendre que certains grincent des dents. Voilà, avant de terminer, je vous annonce en cette fin d'année donc hein, des revues qui vont encore s'enchaîner. Là, j'ai déjà le script, hein, le storyboard de la prochaine vidéo. J'ai plus qu'à filmer. Ce sera consacré, comme je vous le disais, au cadeau d'anniversaire de mon petit garçon. J'attends qu'il l'ait, hein. J'attends de lui dévoiler avant, évidemment, de sortir cette vidéo, c'est logique. La chaîne va faire un petit ravalement de façade. Voilà, j'ai déjà créé son nouveau logo. La nouvelle bannière YouTube, donc je vous montrerai tout ça. Le générique devrait aussi changer, mais c'est pas encore fait. La chaîne a maintenant 1 an et plus de 500 abonnés, et ça, c'est grâce à vous. Donc pour vous remercier, j'avais envie de lui donner un petit coup de jeune. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense qu'il y aura, comme toujours, des gens qui trouveront ça bien et des gens qui n'aimeront pas. Moi, j'essaye de faire en sorte que ça me plaise déjà, c'est déjà pas mal. Je prévois de mettre tout ça, enfin, j'ai essayé de mettre tout ça en place en même temps, hein, donc soyez patients. J'aimerais bien faire le générique avant de mettre en place la nouvelle bannière et le nouveau logo. J'essaie de travailler dur, hein, j'ai pas beaucoup de temps libre. J'essaie de vous proposer quelque chose de qualitatif, hein, sans jamais se prendre au sérieux, vous le savez. Donc je vais essayer de faire au mieux avant la fin d'année, peut-être même avant l'hiver. On verra bien. En attendant, continuez de liker, partager pour les nouveaux loustiques. Abonnez-vous, ça coûte rien. Prenez soin de vous et surtout portez vos montres. Ciao les loustiques.